Tout est politique, bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de l'émission si vous nous rejoignez. Notre invité cette semaine, François Longue, bonjour. Bonjour. Vous êtes député PS, vous avez été secrétaire d'État du gouvernement Bérégovoy en 1992. Est-ce que c'est aussi aujourd'hui l'honneur d'un homme et finalement sa vie qui a été livrée aux chiens, comme l'avait dit François Mitterrand lors des obsèques de Bérégovoy quand on pense au suicide de Jean Germain? Je ne suis pas loin de le penser, j'étais l'un des meilleurs amis de Pierre Bérégovoy et j'y pense encore. Et évidemment, quand se produit ce drame comme hier, Jean Germain, on y repense beaucoup. Et à l'époque, j'avais fustigé, comme l'a fait hier le président du Sénat, un certain nombre de dérapages, de dérives médiatiques et judiciaires. Mais enfin, ce procès, le procès des mariages chinois, honnêtement, c'est pas du tout la même chose que Pierre Bérégovoy. Les journalistes ne l'ont pas matraqué, Jean Germain. Beaucoup moins. Finalement, personne ne le connaissait pas forcément. Si dans la presse régionale, beaucoup. D'accord. La presse régionale, la République du Centre-Ouest. Exactement. Par exemple, Pierre Bérégovoy, ça a été pire, évidemment. Ça a été. J'avais mis en cause, d'ailleurs, à l'époque, un juge qui est décédé et un journaliste qui est toujours là, et dont je tairai le nom. Donc là, vous dites que c'est la même chose. C'est la même chose. Est-ce qu'à un certain moment, déjà, le poids des pressions politiques, qui sont très dures, plus les pressions médiatiques, finalement, n'arrivent pas à faire en sorte que les gens ne craquent au bout d'un moment? Moi, j'avais connu François de Grossouvre, et un an avant son suicide, il m'avait dit qu'il en avait ras-le-bol de tout, des pressions, tout ce qui se passait autour, la cour, il n'en pouvait plus. Il faut faire la part des choses. Il y a aussi des gens qui sont atteints par un mal-vivre. Moi, je ne suis ni psychiatre ni médecin, je ne peux pas l'analyser. Une prédisposition, vous voulez dire? Peut-être. Il y a des gens, des voyous, là encore je ne citerai pas de nom, des voyous en politique, qui ne se suicideront jamais, ça c'est clair, parce qu'ils ont une carapace, et que cette carapace les empêche d'aller à l'acte fatal. Et là, vous pensez que ce genre d'acte risque de se répéter, vu la spirale avec les réseaux sociaux, les articles? On est dans un monde dur aujourd'hui, de pression. Est-ce que le monde a changé depuis Pierre Bérégovoy ou finalement, c'est la... Les leçons n'ont pas été retenues, comme l'a dit M. Larcher. Je ne pense pas qu'on puisse généraliser. Je pense simplement qu'à chaque fois que se produit ce genre de drame, il faut que les gens réfléchissent. Avant de dire n'importe quoi, avant d'attaquer, avant de démolir, avant de s'acharner. Voilà. Et puis aussi, il faut aussi que les hommes politiques qui s'engagent aient dans l'esprit que ça va être dur. Tout est possible. Moi, je connais des gens de talent qui ne se sont pas engagés en politique parce qu'ils avaient trop peur des attaques. Ça peut exister. L'UMP vient de valider son organisation pour la primaire de 2017. Le Parti socialiste a connu une défaite immense lors des élections départementales. Selon vous, sommes-nous déjà en campagne pour la présidentielle de 2017 ? J'espère que non, parce qu'à ce moment-là, ce serait confirmé que le système du quinquennat est un mauvais système et qu'on est sans arrêt, comme les Américains, en campagne électorale. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est que moi, je me félicite qu'une formation politique de l'opposition ait finalement calqué exactement sa stratégie de préparation électorale sur les primaires qui ont été initiées remarquablement par le Parti socialiste. Voilà. Pour le reste, moi, j'ai 34 ans de vie politique à l'Assemblée nationale, j'ai quelques objectifs encore et je me bats comme si c'était le premier jour. Je vais vous faire une confidence. J'ai un objectif personnel, mais j'espère qu'il est largement partagé. Je ne veux pas que Nicolas Sarkozy redevienne président de la République. Pourquoi ? Parce que ce serait un malheur pour les Français et une insulte pour la France. Vous voulez que ce soit qui ? J'exprime un objectif. Quand on exprime un objectif, il faut une priorité. Cette priorité, elle est celle-ci. Évidemment, mon candidat sera le candidat du Parti socialiste. Mais pour le reste, l'objectif, c'est cela. Donc tout sauf Sarkozy. Tout sauf Sarkozy. Vous en êtes là. TSS. Oui, enfin, moi, je n'aime pas ce genre d'expression. Je ne veux pas que M. Sarkozy revienne à l'Élysée. Mais le fait de le mentionner, c'est qu'il y a bien un point de crispation autour de Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Et il est basé sur ce qu'il a fait, ce qu'il est et ce qu'il continue d'être. Et vous qui êtes un sage, vous êtes considéré comme un sage dans les milieux politiques, est-ce que vous n'êtes pas atterré
de voir les divisions dans votre propre parti à gauche, la guerre des égaux, les gens qui sont déjà en campagne présidentielle, je regrette. Et puis à droite, quand on voit toute cette classe politique, vous comprenez que finalement le parti de l'abstention devienne le parti numéro 1 de France et ça serait le parti du vote blanc, ça serait pareil. Ça y concourt. Moi, je suis consterné par l'attitude des frondeurs. Je l'ai dit à maintes reprises, qui jouent contre leur camp. C'est comme si, dans une équipe de foot, on ne cessait de marquer contre son camp. Qu'est-ce qu'on devrait leur faire Quant à la concurrence politique, quand vous voyez ça, eh bien, il faut être très ferme avec eux. Il faut savoir où ils sont. Si vraiment ils sont mal à l'aise là où ils sont, ben, il faut qu'ils s'en aillent, tout simplement. Je pense qu'il faut garder le cap politique du gouvernement de Manuel Valls, faire des inflexions parce qu'il y a besoin de temps en temps que l'on prenne des mesures qui vont dans le sens de l'intérêt général. Donc on aurait dû faire un remaniement après les départementales. Le remaniement, ça a peu de choses à voir avec cela. C'est quand même ça aurait pu être une des conséquences de la défaite des départementales. Observateur de l'action gouvernementale, je pense qu'un remaniement ne serait pas une mauvaise chose, ne serait-ce que pour remplacer... de la guerre des clans. Oui, bah évidemment. Mais sur le remaniement, je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose. Qu'il y ait un peu de sang neuf. Avant ou après les régionales ? Qu'il y ait un peu de sang neuf. Avant ou après les régionales ? Avant. Alors quand vous dites du sang neuf, parce qu'il y a quelques ministres usés. Je ne vais pas vous citer des noms, pardonnez-moi. Mais si, on veut comprendre clairement votre Non, mais parce que moi, je suis quelqu'un de courtois et de correct par rapport à... Retour d'Arnaud Montebourg ? Ah, surtout pas. Oh là là. Mais usé, Madame Taubira ? Je ne citerai aucun nom. Voilà, point. Laurent Fabius. Et l'entrée peut-être... Moi, si 2-3 écologistes viennent au gouvernement... Oui, mais attendez, ils ne sont pas sérieux, ces écologistes. Ils veulent le pouvoir pour le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer, les écologistes ? Vous croyez que c'est bon pour François Hollande, les écologistes ? Si vous généralisez... François Loncle, Laurent Fabius se félicite de l'accord cadre sur le nucléaire iranien, mais cela ne veut pas encore dire que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. Alors, que faut-il penser, selon vous, de cet accord ? Laurent Fabius a été très clair, très précis dans ses réponses aux questions des députés hier. Et je pense qu'il a mené ces négociations aux côtés des 5 partenaires de la façon dont il fallait la mener. C'est-à-dire avec beaucoup de vigilance, une certaine indépendance pour la France, et c'est bien, et beaucoup d'attention parce que le suivi de ces accords, si accords il y a, on va vers... Il y aura peut-être des rebondissements. D'ici fin juin, il peut y avoir des rebondissements. Mais moi, j'attire l'attention sur le fait des conséquences d'un non-accord. Imaginez un non-accord. Et là, je pense qu'on irait dans une impasse extrêmement dangereuse. Donc on n'a pas le choix, finalement, l'intérêt d'un accord, au-delà du fait que les choses, finalement, grâce au départ aux Américains, qui ont quand même, pour la première fois, Obama s'est engagé réellement dans quelque chose qui peut être positif. Vous ne trouvez pas qu'Obama va un peu vite en besogne quand il parle déjà d'entente historique, alors qu'il y a encore beaucoup de points à régler ? Et Laurent Fabius est convaincu que de toute façon, je le cite, l'Iran ne renoncera jamais à la bombe nucléaire. Et je pense qu'il a raison. Oui, vous préférez ça plutôt qu'on arrive vers une impasse de non-accord ? Bien entendu. Je pense qu'un accord, le meilleur accord possible. Non, et j'y crois encore. Qu'est-ce que c'est le meilleur accord possible ? C'est un accord où toutes les précautions seraient prises. Non pas pour la certitude absolue qu'à la fin des temps, l'Iran, vous venez de le dire, mais un non-accord serait bien pire. Pourquoi ? Et moi, je trouve que le tandem, si j'ose dire, au-delà des autres partenaires, Obama-Fabius a très bien joué le jeu. Était-ce une tactique ou une stratégie de l'un et de l'autre ? Mais je pense que la complémentarité a été bonne. Et mon grand espoir, c'est que s'il y a un accord, la société iranienne, qui est une société qui est capable d'aller de l'avant. La jeunesse iranienne. Oui, mais la société, et en particulier la jeunesse, qui aspire à autre chose que ce qu'elle a vécu depuis des décennies, eh bien, un accord, à mon avis, pourrait concourir à la décrispation de cette société. Donc vous pensez aux conséquences de la levée des sanctions économiques, essentiellement ? Exactement, entre autres. Cela dit, quand on signe un accord, l'important, c'est le contrôle ensuite. Oui, il faut lever les sanctions progressivement, c'est ce que veut la France, parce qu'on veut avoir le droit de vérifier et s'assurer que les Iraniens tiennent leurs engagements. Mais est-ce qu'on pourra vérifier avec ce régime qui est un régime qui souvent a triché ? C'est difficile, mais il faut y mettre le poids, il faut y mettre tout ce qui est possible en matière de contrôle. Vous savez, moi je pense de plus en plus que les accords
ont une nécessité de suivi. Je pense, j'ai suivi de très près les accords d'Alger concernant le Mali. L'important, c'est pas la signature ou la non-signature ou le fait qu'on paraphe ou non, c'est ce qui va se passer après. Et le respect. Alors là, il faut un contrôle international. Il faut un contrôle international. Mais comment un contrôle international avec toutes les puissances réunies? Mais les 6 pays qui se sont engagés dans un accord, voilà. Il faut là-dessus qu'on soit extrêmement vigilant. Il ne suffit pas de signer et de rentrer à la maison. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a une incohérence chez Obama quand il vous dit qu'il veut faire de l'Iran le pilier de la stabilité au Moyen-Orient et qui vient de dire, alors je vais le citer, dans une interview qu'il a accordée au grand éditorialiste Thomas Friedman, il vient lui dire « Oui, mais alors c'est vrai, on doit cependant continuer à travailler pour empêcher les actes de déstabilisation de l'Iran et son sponsoring du terrorisme. » Allez, qu'est-ce que c'est que ce double langage? En matière de sponsoring de terrorisme, il y en a d'autres. Hein. Permettez-moi de dire. À qui? Écoutez, sans arrêt, on fait allusion à des grands amis de l'Occident, le Qatar, l'Arabie Saoudite, pas directement. Non. Pas directement, mais je suis bien placé pour le savoir. À travers ACMI, des financements d'ONG qui sont apparentés, des financements de puissances financières locales, etc. Donc là-dessus, la vigilance doit être totale et ce n'est pas seulement l'Iran, croyez-moi. Vous faites confiance à l'Iran? Moi, je pense pas du régime, moi, cette théocratie. Le régime doit évoluer, c'est clair. L'élection présidentielle a déjà fait un pas vers un mieux, mais il peut évoluer à travers sa jeunesse, à travers la nouvelle génération, à travers sa société elle-même. C'est une grande société, c'est un grand pays, l'Iran. On est d'accord, mais est-ce que vous croyez que ce régime est capable de s'ouvrir? Parce que moi, tous les grands experts disent que si ce régime s'ouvre à l'étranger, à l'Occident, il signe son arrêt de mort parce qu'il ne pourra pas continuer à assurer sa survie politique. Pourquoi voulez-vous? Alors, il y a un phénomène qui s'ajoute au désordre de cette grande région du monde. C'est l'affrontement maintenant assez systématique des chiites et des sunnites. Ça complique la situation, j'en conviens. Mais là-dessus, il ne faut jamais baisser les bras. Moi, je me félicite qu'Obama, qui était très décevant sur la politique étrangère depuis des années. Il est moins décevant aujourd'hui. Je trouve qu'il a pris. Je trouve qu'il a pris une bonne initiative. Une bonne initiative. Alors, en parlant d'initiative, je pense que s'il avait pris ce genre d'initiative, comme l'avait prise Clinton sur le conflit israélo-palestinien, on n'en serait pas là. Alors, Netanyahou veut à tout prix que dans cet accord cadre, il y ait la reconnaissance de l'État d'Israël. Et là, Obama ne le suit pas du tout. Est-ce que vous Je pense qu'à terme, tous les pays de la région devront reconnaître Israël. Donc là-dessus, vous n'êtes pas d'accord avec Obama? Parce qu'Obama dit qu'il n'y a aucune raison que ça figure dans cet accord. Je pense que Netanyahou, dont je conteste complètement la politique et dont j'ai regretté la réélection, a cette fois-ci une demande légitime. Une demande légitime, qu'on reconnaisse un jour Israël, de la part de tous les pays de cette région, me semble le b.a.-ba d'une future paix si elle survient. Et comment vous analysez alors le fait qu'Obama dise que c'est pas le moment? Obama se fixe des étapes. Obama dit à juste titre, il ne faut pas tout mélanger. Et là-dessus, il a raison. Voilà, chacun sa partition. Je voudrais vous rentrer du Niger, du Mali, je voudrais vous entendre sur l'extension, si je puis dire, de Daesh, donc l'État islamique dans cette région. Ouais. Vous parliez d'AQMI, la Libye. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas quand même un des plus grands dangers dans toute cette région? Est-ce qu'on ne paye pas finalement le prix d'erreurs stratégiques qui ont été commises par Nicolas Sarkozy et par d'autres? Par Cameron et par Bernard-Henri Lévy, pour les citer. Là, je cite des noms. Simplement, moi, je suis fier de faire partie des 8 députés socialistes qui n'ont pas voté cette guerre en Libye. La résolution 1973 de l'ONU, à l'époque acceptée par les Chinois et les Russes, a été ensuite transgressée par la coalition Cameron-Sarkozy. Et le résultat final, c'est un chaos total dans cette région. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'il n'y ait pas d'impunité sur ces phénomènes dramatiques. Il faut punir Nicolas Sarkozy, Cameron. C'est une des raisons pour lesquelles je n'accepterai jamais qu'il redevienne président de la République. Et s'il redevient président de la République, alors vous allez faire quoi? Je continuerai ce combat contre les méfaits. Un combat. Totalement, parce que j'ai vu, mais sur le terrain, depuis 2 ans, 3 ans, les dégâts du chaos libyen. Alors, qu'on ait sauvé Benghazi, très bien, mais qu'on soit allé au-delà, qu'on ait transgressé la résolution de l'ONU. Alors, les socialistes ne disaient rien parce qu'ils ont voté cette guerre
contre mon avis, contre l'avis de 7 de mes camarades. Mais aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas avoir la langue de bois. Est-ce cette menace aujourd'hui qui est là, qui se précise au fil mais des jours? c'est ce que fait magnifiquement l'armée française. Oui, tout à fait. On est les seuls, d'ailleurs. Je demande, vous avez parfaitement raison, qu'elle soit davantage accompagnée par l'Union européenne. Je ne cesse de dire... Que fait l'Union européenne? L'Union européenne, elle forme l'armée malienne, c'est déjà une chose. Bon. Elle concourt à travers la MINUSMA à envoyer quelques troupes, notamment les courageux Hollandais, les courageux Danois. Mais ça n'est pas assez. Je suis scandalisé lorsque j'entends le commissaire européen français, Pierre Moscovici, me répondre à la Commission des Affaires étrangères quand je lui pose la question de la défense de l'Union européenne, de la participation, éventuellement du paiement des actions militaires françaises, me dire « Ah bon, on verra quand ce sera la défense européenne ». Mais la défense européenne, c'est les calendes grecques. Ah oui, ça. Donc, voilà. Merci beaucoup François Loncle. Merci d'avoir été notre invité cette semaine. Je rappelle que vous êtes député PS. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine.